truc. Hop. Donc, je voulais faire une petite lecture parce que moi, en fait, je ne connais rien à rien. Moi, j'essaye de m'instruire. Je propose de le faire sur Twitch pour pourquoi pas le faire à plusieurs. Donc, ici, on a les principes du communisme de Friedrich Engels. Engels. Le principe du communisme est un projet préliminaire du programme de la Ligue des communistes. Pendant le travail sur le manifeste du Parti communiste, les auteurs y inclurent certaines thèses exposées dans les principes du communisme. Rédigé par Engels fin octobre-novembre 1847, donc c'est vieux. Hein. Paru pour la première fois en brochure en 1914, c'est paru super longtemps après. Pour la préparation de la présente édition, on a utilisé, vous auriez dire nous, la traduction 25. Ah oui, ça j'ai vu après. Alors, qu'est-ce que le communisme ? Le communisme est l'enseignement des conditions de la libération du prolétariat. Voilà, du coup, fin de stream. Non, mais voilà. Ce que ça veut dire, ce qu'on comprend, l'enseignement des conditions. Donc, tout, c'est un mouvement, en fait. C'est pas, tu vois, le communisme, c'est même pas la libération du prolétariat, c'est l'enseignement des conditions de ceci. Donc, c'est un courant de pensée, quoi, vraiment. Qu'est-ce que le prolétariat ? Voilà, bonne question. Le prolétariat est la classe de la société qui tire sa subsistance exclusivement de la vente de son travail et non de l'intérêt d'un capital quelconque, dont les conditions d'existence et l'existence même dépendent de la demande de travail. Donc, c'est-à-dire que on salarie des gens, quoi. Les conditions... Ça, c'est important. J'essaie de surligner des trucs. Hein. Les conditions d'existence et l'existence même dépendent de la demande de travail. Donc, en gros, s'ils n'ont pas de travail, ils crèvent, quoi. C'est qui est bizarre dans ma tête. Alors, par conséquent, de la succession des périodes de crise et de prospérité industrielle, succession de périodes de crise et de prospérité industrielle, des oscillations des oscillations d'une concurrence sans frein, le prolétariat ou la classe des ouvriers est, en un mot, la classe laborieuse de l'époque actuelle. Voilà. Ah oui, parce que la demande de travail, du coup, c'est ça. C'est la demande de travail qui est la conséquence des successions de périodes de crise et de prospérité industrielle. Donc, période de crise, peu d'emplois. Période de prospérité, beaucoup d'emplois. Du coup, ça fait... Et du coup, il y a les oscillations de la classe. Ok. Après, là, on peut voir une petite nuance pour apporter qu'il y a des gens qui ont des revenus du capital, mais dont les conditions de vie dépendent du travail, quoi. Mais bon. Ce qu'on appelle les petits porteurs, ce qui ne devait pas exister à l'époque. Mais c'est pas, ça reste... je pense que c'est plus important la notion de l'existence dépend de la demande de travail que exclusivement de la vente de son travail. Je dirais ça. N'y a-t-il donc pas eu de tout temps des prolétaires ? C'est la question qu'on peut se poser. Non, il y a toujours eu des classes pauvres et laborieuses. Et les classes laborieuses étaient la plupart du temps pauvres. C'est vrai. Mais des pauvres, des ouvriers, vivent dans les conditions que nous venons d'indiquer, donc des prolétaires. Il n'y en a pas toujours eu. Pas plus que la concurrence n'a toujours été libre et sans frein. Ok. Bon, là, il dit juste non. C'est pas très expliqué. Comment est apparu le prolétariat ? Le prolétariat est apparu à la suite de la révolution industrielle qui s'est conduite en Angleterre au cours de la seconde moitié du dernier siècle et qui s'est répétée depuis dans tous les pays civilisés du monde. Cette révolution industrielle a été provoquée par l'invention de la machine à vapeur, des différentes machines à filer, du métier à tisser mécanique et de toute une série d'autres appareils mécaniques. Ces machines, qui étaient chères et que seuls par conséquent les gros capitalistes pouvaient se procurer, transforment complètement tout l'ancien mode de production et éliminèrent les anciens artisans du fait qu'elles fabriquaient les marchandises mieux et à meilleur marché que les artisans ne pouvaient le faire avec leurs rouets et leurs instruments grossiers. C'est ce qui explique pourquoi l'introduction des machines
Pardon, c'est peut-être mieux pour vous là. Euh, je ne sais plus où j'en étais du coup. Qu'est-ce qui explique l'intro des machines mis complètement l'industrie aux mains des gros capitalistes et enleva toute valeur à la petite propriété artisanale, instruments, métiers, etc. De sorte que les capitalistes eurent bientôt tout entre leurs mains et que les ouvriers n'eurent plus rien. Le système de la fabrique fut d'abord introduit dans l'industrie de l'habillement, puis la première impulsion, une fois donné, ce système s'étendit très rapidement à toutes les autres branches d'industrie, notamment à l'imprimerie, la poterie, la métallurgie. Le travail fut de plus en plus réparti entre les différents ouvriers, de telle sorte que l'ouvrier qui faisait jusqu'alors un travail entier ne fit plus désormais qu'une partie de ce travail. Grâce à cette division du travail, les produits purent être fabriqués plus rapidement, par conséquent un meilleur marché. Parce que ça c'est important, parce qu'il y a quand même des gens aujourd'hui qui remettent un peu en cause. Euh... Attends, merde, faut que j'élonge. La division du travail. Elle réduisit l'activité de chaque ouvrier à un geste mécanique très simple, constamment répété, qui pouvait être fait non seulement aussi bien, mais même mieux par une machine. Toutes les branches de production tombèrent les unes après les autres, sous la domination du machinisme de la grande industrie. Tout comme le tissage et le filage, le résultat fut qu'elles tombèrent complètement entre les mains des gros capitalistes. Toujours les gros capitalistes. Je sais pas s'il va parler après de petits capitalistes. Et que les ouvriers y perdirent ce qu'il leur restait encore d'indépendance. Peu à peu, outre la manufacture proprement dite, l'industrie artisanale tomba de plus en plus sous la domination de la grande industrie, du fait qu'ici aussi des gros capitalistes, en installant des grands ateliers où les frais généraux étaient moindres et où le travail pouvait être également divisé, éliminèrent peu à peu les petits producteurs indépendants. Ce qui explique pourquoi dans les pays civilisés, presque toutes les branches de la production ont été incorporées dans le système de la grande industrie. Pourquoi dans toutes les branches d'industrie, la production artisanale et la production manufacturière sont éliminées par la grande industrie. Ce qui explique également la ruine de jour en jour plus prononcée de l'ancienne classe moyenne artisanale, la transformation complète de la situation des ouvriers et la constitution de deux nouvelles classes qui englobent peu à peu toutes les autres, à savoir la classe des gros capitalistes, ceux qui sont déjà dans tous les la classe des gros capitalistes qui sont déjà dans tous les pays civilisés en possession exclusive de tous les moyens d'existence et les matières premières et instruments nécessaires à la production des moyens d'existence, c'est la classe des bourgeois ou bourgeoises, la classe de ceux qui ne possèdent rien et qui sont obligés de vendre leur travail aux bourgeois pour recevoir d'eux les moyens de subsistance nécessaires à leur entretien. C'est la classe des prolétaires ou le prolétariat. Là, il y a plusieurs choses importantes. Donc effectivement, déjà, il y a un truc, c'est qui note, c'est l'ancienne existence d'une classe moyenne, la classe des artisans, donc, qui quelque part possédait ces moyens de production, mais c'est des moyens de production individuels, j'ai envie de dire. C'est une machine sur laquelle on pouvait juste travailler. En fait, enfin, après, là, il exagère. Enfin, il exagère. Parce que elle existe encore, en fait, cette classe moyenne artisanale. C'est... Enfin, je sais pas. Ça, c'est une question à voir. Mais est-ce que les artisans d'aujourd'hui, ils sont... ils rentreraient pas dans cette classe moyenne artisanale? Ou alors, est-ce qu'ils voient... Enfin, est-ce qu'ils voient? Non, ils voient pas, parce que déjà, il est mort. Et puis il n'a pas vécu à notre époque. Et il y a quand même des histoires de boulanger et tout. Euh, est-ce qu'il y aurait quand même... est-ce que cette ancienne classe moyenne artisanale se continuerait euh, dans... putain, je peux pas parler. Est-ce que elle continuerait aujourd'hui, quoi? Est-ce qu'il y aurait... Et du coup, en fait, est-ce qu'il y aurait toujours cette classe moyenne? Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'elle tend à mourir. Euh, et c'est un peu ce qu'on pourrait dire... ce qu'on pourrait voir, quoi, que tu as par exemple des grandes chaînes de distribution de pain, peut-être,
qui font une concurrence déloyale, si on peut dire, aux artisans. Et peut-être que les artisans seront amenés à disparaître pour être remplacés par des groupes, des grands groupes, des trucs comme ça, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Mais du coup, la notion de classe moyenne, quand même, existe chez Engels. Engels ou Hegel, je compte toujours. Engels. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'avais trouvé qui était intéressant à noter? Ah oui. Et puis surtout, en fait, ce qui est dit, c'est pas qu'il y a deux classes, qu'il reste deux classes, les gros capitalistes et le prolétariat. En fait, c'est une tendance qui se dessine. Il faut plus le voir, c'est pas là. C'est quand même une tendance à la polarisation des classes, quoi. Parce qu'il dit bien, il y a deux nouvelles classes qui englobent à peu près toutes les autres. Donc c'est qu'il y a d'autres classes. Et qu'en gros, on tend, en fait, on avait un truc avant beaucoup plus hétérogène, et là qui vraiment, il faut voir ça comme des nuages de points qui se séparent pour faire deux groupes vraiment distincts. Et, euh, et en fait, après, il faut voir comment on comprend, parce que quand il parle de l'invention de la machine à vapeur et des différentes machines qui changent le mode de production, je pense que c'est pas tant un point de bascule qu'un point de départ dans la mutation et dans la division des deux classes. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Alors, dans quelles conditions se réalise cette vente du travail du prolétaire à la bourgeoisie? Le travail est une marchandise comme une autre, et son prix est par conséquent fixé, exactement d'après les mêmes lois que celui de toute autre marchandise. Le prix d'une marchandise sous le règne de la grande industrie ou de la libre concurrence, ce qui revient au même, comme nous aurons l'occasion de le voir, et en moyenne toujours égal au coût de production de cette marchandise. Le prix du travail est donc lui aussi égal au coût de production du travail. Mais le coût de production du travail consiste précisément dans la quantité de moyens de subsistance nécessaires pour permettre l'ouvrier en état de continuer à travailler et ne pas laisser mourir la classe ouvrière. L'ouvrier ne recevra donc pour son travail que le minimum nécessaire dans ce but. Le prix du travail ou le salaire sera donc le minimum nécessaire à l'entretien de la vie. Comme les affaires sont tantôt bonnes, tantôt mauvaises. Il recevra tantôt plus, tantôt moins, tout comme le fabricant recevra tantôt plus, tantôt moins pour ses marchandises. Mais de même que le fabricant de la moyenne, des bonnes et des mauvaises affaires ne reçoit pour ses marchandises ni plus ni moins que leur coût de production, de même l'ouvrier ne recevra en moyenne ni plus ni moins que ce minimum. Cette loi économique du salaire est appliquée d'autant plus sévèrement que la grande industrie pénètre plus fortement dans toutes les branches de la production. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ça? Euh, alors là, il y a des trucs de marxisme que je comprends pas trop. Mais le travail est une marchandise comme une autre, ok? Son prix est par conséquent fixé exactement d'après les mêmes lois que celui de toute autre marchandise. Le prix d'une marchandise sous le render. Alors, le prix d'une marchandise est en moyenne toujours égal au coût de production de cette marchandise. Et c'est ça que je comprends pas. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est pas vrai. Parce qu'il y a la plus-value, enfin, il y a le bénéfice dedans. Tu vends pas. Ou alors c'est pas le prix de vente. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas ce qu'il entend par prix là. C'est pas clair. Parce que le prix de vente, c'est pas le prix de production. Ça n'a pas de sens. Ah, non. Ok. Non, mais même, c'est toujours pas ça. Parce qu'en gros, là, il dit que le prix du travail est donc lui aussi égal au coût de production du travail. Euh, et que le coût de production du travail est la quantité de moyens de subsistance nécessaires pour permettre à l'ouvrier en état de continuer à travailler. Donc en gros, le coût du travail, enfin, le coût de production du travail, c'est le coût qui permet aux salariés de vivre.
parce qu'il faut qu'ils continuent à vivre pour travailler. Donc le coût de production, ça serait ce que ça coûte de produire une marchandise et de continuer à la produire. Donc c'est pas juste les marchands, enfin les matières premières et la main d'œuvre, quoi. C'est le fait de faire fonctionner ensemble. Mais il n'y a pas la notion de bénéfice là-dedans, ça je ne comprends pas. Donc, en gros, oui, ce qu'il dit, bah, c'est que ne pas laisser mourir la classe ouvrière, ne recevra donc pour son travail que le minimum nécessaire dans ce but. Donc ça, c'est sûr que c'est que la bourgeoisie va tendre à faire en sorte que bah, les salaires soient le plus bas possible, bah, pour que ça coûte le moins possible enfin, pour produire le moins cher possible, quoi. Ah, quelle classe laborieuse y avait-il avant la révolution industrielle? Les classes laborieuses ont, selon les différentes phases de développement de la société, vécu dans des conditions différentes et occupé des positions différentes vis-à-vis des classes possédantes et dominantes. Dans l'Antiquité, les travailleurs étaient les esclaves des possédants, comme ils le sont encore dans un grand nombre de pays arriérés. Oula, oula, oula. Déjà, attends, ça je note. Parce qu'il y a un moment, il parlait de pays civilisés et là de pays arriérés. C'est pas très gentil, Engels. Hein. Ça, c'est pas très gentil. Mais on me suis perdu. Dans l'Antiquité, les travailleurs étaient les esclaves des possédants, comme ils le sont encore dans un grand nombre de pays arriérés. Même dans la partie méridionale des États-Unis d'Amérique. Même, c'est pas un pays d'arriérés, les États-Unis. Bref, au Moyen-Âge, ils étaient les serfs de l'aristocratie foncière, comme ils le sont encore en Hongrie, en Pologne et en Russie. Au Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution industrielle, il y avait en outre dans les villes des compagnons qui travaillaient au service d'artisans petits bourgeois. Et peu à peu, au fur et à mesure du développement de la manufacture, apparurent les ouvriers de manufacture qui étaient déjà occupés par de plus grands capitalistes. Bon, oui, c'est pas très... Euh, Par quoi l'ouvrier se distingue-t-il de l'esclave? L'esclave est vendu une fois pour toutes. L'ouvrier doit se vendre chaque jour et même chaque heure. Ah, c'est intéressant ça. On reviendra dessus après. L'esclave isolé est propriété de son maître et il a du fait même de l'intérêt de son maître. Okay. Une existence assurée, si misérable qu'elle puisse être, le prolétaire isolé est une propriété. Et propriété. Comme ça, le prolétaire, pour ainsi dire, de toute la classe bourgeoise. Ok. On ne lui achète pas son travail, on ne lui achète son travail que quand on a besoin. Il n'a donc pas d'existence assurée. Cette existence n'est assurée qu'à la classe ouvrière tout entière. En tant que classe, oui, ok. L'esclavage est en dehors de la concurrence. Le prolétaire est en plein dans la concurrence et en subit toutes les oscillations. L'esclave est considéré comme une chose, non pas comme un membre de la société civile. Le prolétaire est reconnu en tant que personne, en tant que membre de la société civile. Voilà, okay. L'esclave peut donc avoir une existence meilleure que le prolétaire, mais ce dernier appartient à un étage supérieur du développement de la société. Il se trouve lui-même à un niveau plus élevé que l'esclave. Ce dernier se libère en surprenant seulement tous les apports de la propriété privée, le rapport de l'esclavage, grâce à quoi il devient seulement un prolétaire. Le prolétaire, lui, ne peut se libérer qu'en supprimant la propriété privée elle-même. Alors attendez. Attendez, je vais chercher. Et en fait, donc là, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, en fait c'est un peu dur parce que c'est un peu dur. C'est un peu.
un peu piégeux, qui, on va dire, il donne des bons points, si je peux dire, à l'esclavage. C'est qu'en fait, l'esclave isolé est propriété de son maître, ok. Et il dit, le maître, en gros, bah, il a en gros intérêt à prendre soin de sa propriété, de l'esclave. Il tire un bénéfice de l'esclave. Alors que euh, le prolétaire, lui, eh ben, il n'a... Attends, ça, je peux virer ça. Je sais pas où c'est. Attendez. Je sais pas où c'est. Ah, ok, c'est pas là. Tant pis. Euh, oui, qu'est-ce que je veux dire? Oui, l'esclave, le propriétaire, il a un intérêt à garder son esclave vivant, on va dire, et est capable de produire. Euh, le prolétaire, en fait, alors c'est un peu là, ça s'inscrit quand même, je crois, si je dis pas de bêtises, dans une époque où les ouvriers ils étaient payés à la tâche. Donc c'est même pas, t'as pas un contrat avec lui dans le temps, c'est vraiment, il vient, il fait un truc, hop, et après t'as plus avoir besoin de lui. Donc en fait, euh, dans ces conditions-là, en fait, le patron euh, s'en fout entre guillemets si une fois que t'as fini de faire ta tâche, t'es plus capable de travailler quoi. Pour même si tout le monde meurt, ça devient compliqué pour trouver des travailleurs. Euh, mais voilà, et du coup, bah, et ici, oui, et le prolétaire, en gros, quand il dit il est en plein dans la concurrence et on subit toutes les oscillations, en gros, c'est le marché, quoi. Si les affaires vont bien, bah, ils embauchent. Parce que la concurrence, en gros, c'est si les entreprises chez toi, elles font concurrence bien aux autres, quoi. Si elles subissent la concurrence, bah, elles vont pas t'embaucher ou pas cher. Et du coup, en fait, ce qui donne le, le, la supériorité, on va dire, enfin, ce qui donne le bon point à, à la classe prolétaire, c'est d'être reconnu en tant que membre de la société civile. Et ça, bah, c'est ce qu'on a même aujourd'hui en France, c'est que bah, travailleurs et patrons, sur le papier, vous avez les mêmes droits. Ce qui n'est pas le cas d'un esclave et son maître. Et du coup, c'est peut-être le fait qu'on ait les mêmes droits sur le papier qui permet de maintenir ce système. Alors, par quoi le prolétaire se distingue-t-il du serf? Le serf a la propriété et la jouissance d'un instrument de production, d'un morceau de terre contre remise d'une partie de son produit, ou en échange de certains travaux, le prolétaire travaille avec des moyens de production appartenant à une autre personne, pour le compte de cette autre personne et contre réception d'une partie du produit. Le serf donne, le prolétaire reçoit. Le serf a une existence assurée, le prolétaire n'en a pas. Le serf se trouve en dehors de la concurrence. Le prolétaire est placé dans des conditions de la concurrence, dans les conditions de la concurrence. Le serf se libère, soit en se réfugiant dans les villes et en devenant artisan, soit en donnant à son maître de l'argent au lieu de travail et de produits, et en devenant un fermier libre, soit en chassant son seigneur féodal et en devenant lui-même propriétaire. Bref, en entrant d'une façon ou d'une autre dans la classe possédante et dans la concurrence. Le prolétaire se libère, supprimant la concurrence elle-même, la propriété privée et toutes les différentes classes. Alors, propriété machin. Donc ça, le cerf,
Vous connaissez, je pense, c'est des trucs médiévaux classiques où, par exemple, vous avez le droit de travailler la terre et puis vous donnez une partie de vos récoltes euh, au, au seigneur possédant. Mais attends, parce que là, il dit la jouissance, voilà. Donc, il ne possède pas non plus. Donc, les autres. Là, c'est un jour, on va passer. Le serf donne, ok, donc ça, il remet une partie. Le prolétaire reçoit. C'est parce que le prolétaire, il est payé. Ah oui, d'accord, en fait, le serf en soi, il est pas rémunéré, en fait. C'est. Je sais pas. Parce que là, ce qui met en opposition, c'est que le cerf, il n'a pas besoin de. C'est pas en fonction de son travail qu'il a sa paye, on va dire. Juste le cerf, il produit et il donne, il produit et il donne, et ça, et comme il dit, son existence est assurée. Mais ça, je suis pas sûr. Je sais pas s'il y avait des. Qu'est-ce qui se passait si les cerfs ils donnaient pas assez. Toi, le cerf a une existence assurée, je suis pas sûr. Après, je sais pas comment ça se passait si t'avais un cerf qui vendait rien. Après, là, il dit le cerf peut se libérer, machin et tout. Bon, aujourd'hui, on a un peu le mythe du, euh, du travailleur qui devient propriétaire d'entreprise, quoi. Enfin, qui monte sa boîte, machin, le start-upper, tout ça. Bon, ça, on en reparlera peut-être. On en reparlera sûrement du techno-féodalisme, hein, qui donc implique qui explique plutôt que aujourd'hui, on serait dans un retour à cette servitude, sauf que les propriétaires des moyens de production, des terrains, etc., seraient les plateformes numériques, et qu'on serait un peu tous à travailler pour elles, quoi. Mais tu vois, là, si on prend la définition qu'en fait Engels, où il dit juste le serf donne, le prolétaire reçoit. Du coup, on n'est pas trop dans cette dynamique pour le techno-féodalisme. Du coup, il faudrait voir comment eux ils définissent le servage, je sais pas comment on dit. Par quoi le prolétaire se distingue-t-il de l'ouvrier de manufacture? L'ouvrier de manufacture du 16 au XVIIIe siècle avait encore presque partout en sa position un instrument de travail. Son métier à tisser, son rouet pour sa famille, un petit champ qu'il cultivait pendant ses heures de loisirs. Le prolétaire n'a rien de tout cela. L'ouvrier de manufacture vit presque toujours à la campagne et entretient des rapports plus ou moins patriarcaux avec son propriétaire ou son employeur. Le prolétaire vit dans les grandes villes et n'a avec son employeur qu'un simple rapport d'argent. L'ouvrier de facture est attaché à la grande industrie, à ses rapports patriarcaux, perd la petite propriété qui lui restait encore, et c'est alors qu'il devient prolétaire. Donc là, ce qu'il dit, c'est par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure, où il disait voilà, sa subsistance c'est exclusivement la vente de son travail. Et ben là, on peut voir que non, parce que il a la possession de ses instruments de travail, et il a par exemple un petit champ qui est cultivé. Alors après, cultiver un champ pendant ses heures de loisirs, ça doit pas être giga fun, mais ça fait prendre l'air. Et donc, bon, après, là, des rapports plus ou moins patriarcaux avec son propriétaire ou son employeur, bon, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Mais ce qu'on retient. Bon, après, l'ouvrier de manufacture, ça n'existe plus, hein, ce mode de vie, j'ai l'impression. Parce qu'en gros, tu as tes instruments de travail, donc tu fais ton métier à. Si, peut-être, ça serait un genre de. Je sais pas. Non, parce que tu vends des. En fait, tu produis et tu vends ce que tu produis, quoi. Tu produis en autonomie. C'est un genre d'auto-entrepreneur.
Aujourd'hui, ça serait un genre d'auto-entrepreneur néo-rural, je sais pas moi, qui fait du graphisme sur ordinateur le matin et l'après-midi qui cultive un petit potager. Peut-être. Peut-être. Quelles furent les conséquences directes de la révolution industrielle et de la division de la société en bourgeois et prolétaires? Premièrement, le vieux système de la manufacture ou de l'industrie, reposant sur le travail manuel, fut complètement détruit. Par suite de la diminution des prix des produits industriels réalisés dans tous les pays à la suite de l'introduction du machinisme, tous les pays semi-barbares, qui étaient restés jusque-là plus ou moins en dehors du développement historique et dont l'industrie avait reposé sur le système de la manufacture, furent violemment arrachés à leur isolement. Ils achetèrent la marchandise anglaise à bon marché et laissèrent mourir de faim leurs propres ouvriers de manufacture. C'est ainsi que les pays qui n'avaient réalisé aucun progrès depuis des siècles, tels que l'Inde, furent complètement révolutionnés et que la Chine elle-même va maintenant au devant d'une révolution. L'invention d'une nouvelle machine en Angleterre peut avoir pour résultat de condamner à la famine en l'espace de quelques années des millions d'ouvriers chinois. De cette manière, la grande industrie a relié les uns aux autres tous les peuples de la Terre, transformé tous les marchés locaux en un vaste marché mondial, préparé partout le terrain au progrès et à la civilisation, et fait en sorte que tout ce qui se passe dans les pays civilisés doit nécessairement exercer ses répercussions sur tous les autres pays. De sorte que si maintenant les ouvriers se libèrent en Angleterre ou en France, cela doit entraîner comme conséquence dans tous les pays des révolutions qui tôt ou tard aboutiront là aussi à la libération des ouvriers. Ok. Deuxièmement, la révolution industrielle partout. Est-ce que je fais le premier paragraphe? Non, on va faire tout à la fin. Deuxièmement, la révolution industrielle partout où la grande industrie a remplacé la production manufacturière a eu pour résultat un développement extraordinaire de la bourgeoisie, de ses richesses et de sa puissance, et a fait d'elle la première classe de société en conséquence. En conséquence, partout où cela s'est produit, la bourgeoisie s'est emparée du pouvoir politique et a évincé les classes jusque-là dominantes. L'aristocratie et les maîtres de corporation, ainsi que la monarchie absolue qui les représentait tous les deux, La bourgeoisie anéantit la puissance de l'aristocratie, de la noblesse, en supprimant les majorats, c'est-à-dire l'inaliénabilité de la propriété foncière, ainsi que tous les privilèges féodaux. Elle détruisit la grande puissance des maîtres de Gironde en supprimant toutes les corporations et tous les privilèges corporatifs. Elle leur substitua la libre concurrence, c'est-à-dire un état de la société où chacun a le droit d'exercer la branche d'activité qui lui plaît et où rien ne peut l'arrêter dans cette activité que l'absence du capital nécessaire. L'introduction de la libre concurrence et par conséquent la proclamation publique que désormais les membres de la société ne sont inégaux que dans la mesure où leurs capitaux sont inégaux, que le capital est la puissance décisive et qu'ainsi les capitalistes, les bourgeois sont devenus la première classe de la société, mais la libre concurrence est indispensable au début et au développement de la grande industrie. Parce qu'elle est le seul régime qui permette à la grande industrie de croître après avoir ainsi anéanti la puissance sociale de la noblesse et de la corporation. La bourgeoisie anéantit également leur puissance politique, devenue la première classe au point de vue économique. Elle se programme également la première classe au point de vue politique. Elle y parvient au moyen de l'introduction du système représentatif qui repose sur l'égalité bourgeoise devant la loi et la reconnaissance légale de la libre concurrence, et qui fut établi dans les pays d'Europe sous forme de monarchie constitutionnelle. Dans ces monarchies constitutionnelles n'ont le droit de vote que ceux qui possèdent un certain capital, par conséquent seulement les bourgeois. Les électeurs bourgeois élisent des députés bourgeois, et ces derniers, usant du droit de refuser les impôts, élisent à leur tour un gouvernement bourgeois. Troisièmement, la révolution industrielle a partout provoqué le développement du prolétariat dans la mesure où elle permettait le développement de la bourgeoisie elle-même. Au fur et à mesure que les bourgeois s'enrichissaient, le nombre de prolétaires augmentait, car étant donné que les prolétaires ne peuvent être occupés que par le capital, et que le capital ne peut s'accroître qu'en occupant des ouvriers, il en résulte que l'augmentation du prolétariat va exactement de pair avec l'augmentation du capital. La révolution industrielle a exactement
pour résultat de grouper les bourgeois comme des prolétaires dans de grandes agglomérations où l'industrie est pratiquée avec le plus d'avantages et de donner au prolétariat, par cette concentration, des grandes masses dans un même espace. La conscience de sa force. D'autre part, plus la révolution industrielle se développe, plus on invente de nouvelles machines qui éliminent le travail manuel, plus la grande industrie a tendance, comme nous l'avons déjà dit, à abaisser le salaire à son minimum, rendant ainsi la situation du prolétariat de plus en plus précaire. La révolution industrielle prépare ainsi, du fait du mécontentement croissant du prolétariat, d'une part, et du fait du développement de sa puissance, d'autre part, une révolution sociale que conduira le prolétariat. C'était long. On va refaire le point. Le premier point, je vous avoue, j'ai un peu bugué, j'ai pas tout compris. Parce que, ok, alors en gros, il dit l'industrie a remplacé Bon, il dit le travail manuel fut complètement détruit. Ah non, ok, c'est l'industrie reposant sur le travail. Alors, il y a eu une diminution des prix de production industrielle réalisée par tous les pays qui se sont développés. Et c'est ça que je comprends pas. Fut arraché à leur isolement. Ils achetèrent les marchandises anglaises à bon marché. Ah d'accord. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que les coûts de la diminution des coûts des produits. Putain, je sais pas parler. Je fais des streams, je sais pas parler. En gros, grâce à la révolution industrielle, le coût de production et donc le prix de vente de biens réalisés par les pays, on va dire, occidentaux ont diminué, donc le prix de vente il a diminué. Donc ils peuvent vendre des marchandises, par exemple anglaises, à bon marché. Attends, ça je comprends pas. Ah oui, d'accord, parce que c'est pas les oui, c'est pas les pauvres parce que là les pays semi-barbares. Oui, il dit c'est pas donc les pays pauvres. En gros, t'as les mecs qui avaient le pouvoir d'achat, donc sûrement quand même les classes les plus riches. Et ils pouvaient acheter à moindre coût et peut-être même à moindre coût les produits anglais là dans cet exemple. Et donc ils n'achetaient plus local, aux producteurs locaux, vu que en fait ils peuvent pas rivaliser. Faut comprendre que là on n'est pas à un moment où c'est comme aujourd'hui, où c'est-à-dire il y a des niveaux de vie supérieurs en Occident et dans les pays du Sud, je pense pas. Les niveaux de vie sont sûrement pas les mêmes, mais il n'y a pas le délire de les ouvriers là, ils vivent quand même globalement dans la misère. Donc en fait, ça reste. Je sais pas parler. Je sais pas parler, c'est un scandale. Je perds ma pensée. Les ouvriers anglais, en fait, leur main d'œuvre à l'époque, elle est pas plus chère que des Indiens. Et puis le système de production est plus efficace. Donc en fait, c'est une situation un peu étrange, qui peut paraître étrange au vu d'aujourd'hui, mais c'est comme si, en fait, on produisait aujourd'hui, l'Occident produisait moins cher que les pays du Sud. Et sûrement, il y a des mécanismes de la colonisation qui font que les marchandises anglaises étaient mieux achetées
que les productions locales. Et du coup, les mecs, eh ben, ils achètent anglais parce que c'est moins cher. Mais ceux qui n'ont pas le pouvoir d'achat, d'acheter, eh ben, en fait, ils travaillent. Et sauf qu'il n'y a plus de travail, vu que les gens, ils achètent aux anglais. En fait, c'était une concurrence déloyale, à l'inverse de celle d'aujourd'hui. Putain, j'ai mis beaucoup de temps à dire... C'est ainsi que les pays qui n'avaient réalisé aucun progrès depuis des siècles, tels que l'Inde, furent complètement révolutionnés. Ça, je ne comprends pas. Ah, parce qu'ils ont acheté le progrès, en gros, c'est ça que tu veux dire? Ok. Condamnés à la famine en l'espace de quelques années. Ça, je... La famine parce qu'ils ont pu à manger? Je ne comprends pas. Il n'est pas clair, hein, le passage là. À relier les uns aux autres, ok, tous les peuples de la Terre. Transformer tous les marchés locaux en un vaste marché mondial, ok. Attends. Ça, c'est la grande industrie à réaliser. Ça, c'est là que je comprends pas trop. C'est pas très clair cette histoire. Hein. Ça, c'est pas très clair. Hein. Si quelqu'un sur YouTube en commentaire peut m'expliquer. Moi, j'ai un peu du mal à voir comment juste le fait d'utiliser des machines à un endroit. Ça te fait. Ça fait que ça devient. Parce que la mondialisation, c'est pas à partir de la révolution industrielle, quoi. D'ailleurs, Engels, il a pas connu la mondialisation. Ça, je comprends pas. C'est qu'il visait comme s'il y avait eu la mondialisation. La révolution industrielle, partout où la grande industrie a remplacé la production manufacturière, a eu pour résultat un développement extraordinaire de la bourgeoisie. En conséquence, que cela s'est produit, la bourgeoisie s'est emparée du pouvoir politique. Alors, la bourgeoisie s'est emparée du pouvoir politique et a évincé les classes jusque-là dominantes. L'aristocratie et les maîtres de corporation, ainsi que le monarchie absolue, qui les représentaient tous les deux. Bon, en gros, ça... Après, il parle de trucs que je connais pas bien, moi. Notamment les histoires de privilèges corporatifs. Et que t'avais pas la liberté d'entreprendre, on va dire. Donc ça, évidemment, bah, ça va à l'encontre du libre marché. Hein, donc tout ça, ils ont viré. Et puis, en gros... Alors là, il parle de système... je sais pas si on a déjà eu, nous, en France, le suffrage censitaire, hein, où on peut payer en fonction de son capital. Et donc, évidemment, bah, si t'as que les bourgeois qui votent, bah, ils élisent des gens qui vont dans leur intérêt. Donc des bourgeois aussi. Et ils nomment un gouvernement bourgeois. Ceci dit, aujourd'hui, tout le monde vote. Est-ce que c'est pas, au final, un gouvernement bourgeois? Alors, troisièmement, la révolution industrielle a provoqué le développement du prolétariat dans la mesure... Alors, au fur et à mesure que les bourgeois s'enrichaient, le nombre de prolétaires augmentait. Sachant, on va... C'est-à-dire, ils se reproduisent plus? Les prolétaires ne peuvent être occupés que par le capital. C'est-à-dire... Alors ça, je pense, ça veut dire... Les prolétaires... entre guillemets, peuvent pas travailler d'eux-mêmes, ils ont besoin du capital pour travailler. Ils ont besoin, les ouvriers, les prolétaires ont besoin du capital pour travailler. Et pour croître, le capital a besoin d'ouvriers qui travaillent. Il en résulte que... Ah oui, en gros, plus il y a de gens qui travaillent, donc plus il y a de capital. Ok. Donc en fait, la révolution industrielle avait besoin d'une croissance démographique. La bourgeoisie comme les prolétaires, dans de grandes agglomérations d'industrie, est pratiquée avec le plus d'avantages. Et de donner aux prolétariat, dans un espace, la conscience de sa forme. D'autre part, plus la révolution industrielle se développe, on invente des nouvelles machines qui éliminent le travail manuel et l'automatisation.
Plus la grande industrie... Enfin non, c'est pas l'automatisation à l'époque, mais vous m'avez compris. Aujourd'hui, c'est l'automatisation. Plus la grande industrie a tendance, comme nous l'avons déjà dit, à abaisser le salaire. Alors là, il dit abaisser le salaire, mais je pense pas que les salaires... on n'abaisse pas le salaire en disant on va vous payer moins. Et il y a l'inflation et ton salaire il augmente pas. C'est comme si ton salaire il baissait en fait. Grandir ainsi la situation. Après, ça c'est d'autres histoires de. Bon, je ne vais pas en parler maintenant. Ainsi la situation du prolétariat de plus en plus précaire. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Enfin, je crois pas. Il y a eu une vague, je pense, de précarisation de quand il y a eu vraiment la division en classes bourgeois prolétariat. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés précarisés. Mais là, après, c'est pas une précarisation. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'un prolétaire il est plus précaire que qu'il y a un siècle, quoi. Parce qu'il y a quand même des acquis sociaux quand on échange. Enfin, en échange, c'est pas en échange, mais d'un autre côté. Parce que là, en gros, ce qu'il dit. Après, enfin, si, c'est un peu ce qu'il dit. Parce qu'en gros, quand il dit abaisser le salaire à son minimum, rendant ainsi la situation du. Ça, c'est si tu laisses les bourgeois en roue libre, quoi. Si les patrons, ils font ce qu'ils veulent, ils abaissent ton salaire au minimum, toujours au minimum, et comme il y a de moins en moins de travail, tu te retrouves dans un truc un peu précaire. Et donc, en fait, la révolution, et c'est un peu ce qu'on va voir avec l'IA, hein, sûrement, si l'IA remplace du travail, je sais pas, c'est que ça va être le moteur du mécontentement croissant du prolétariat. Et de ce fait, c'est pas une révolution sociale, mais on a un conflit, quoi, pour avoir des acquis sociaux. C'est ça, au final, qui donne des acquis sociaux, c'est le fait qu'ils veulent nous baiser. Je sais pas combien de temps je fais la vidéo. 1 heure ? Je sais pas. Quelles furent les autres conséquences de la révolution industrielle ? La grande industrie créa avec la machine à vapeur les autres machines. Les moyens d'augmenter rapidement à peu de frais et jusqu'à l'infini la production industrielle. La libre concurrence imposée par cette grande industrie prit rapidement, à cause de cette facilité de la production, un caractère extrêmement violent. Un nombre considérable de capitalistes se jetèrent sur l'industrie, et bientôt on produisit plus qu'on ne pouvait consommer. La conséquence fut que les marchandises fabriquées ne trouvèrent pas preneur, et que survint ce qu'on appelle une crise commerciale. Les usines durent arrêter de travailler, les fabricants firent faillite, et les ouvriers furent condamnés à la famine. Et le résultat, partout une grande misère. Au bout de quelques temps, les produits du superflu vendu, les usines commencèrent de nouveau à travailler. Les salaires augmentèrent et peu à peu, les affaires marchèrent mieux que jamais. Mais pas pour longtemps, car de nouveau, on produisit trop de marchandises et une nouvelle crise se produisit, ce qui prit exactement le même cours que la précédente. C'est ainsi que, depuis le début de ce siècle, l'état de l'industrie a constamment oscillé entre les périodes de prospérité et les périodes de crise presque régulières toutes les 5 ou 7 ans. Une crise semblable s'est produite, entraînant à chaque fois une grande misère pour les ouvriers, une agitation révolutionnaire générale et un extrême danger pour tous les régimes existants. Donc ça, c'est un truc, je crois, assez central dans la pensée marxiste. C'est que le capitalisme est moteur de ses propres crises. Et qu'en fait, c'est... En fait, c'est peut-être ce que disent le marché se régule. En fait, quand faut le voir un peu comme ça. Quand vos libéraux vous disent le marché se régule, c'est pas un moment, il advient un moment stable où la demande, enfin non, où l'offre rencontre la demande et où du coup on produit exactement ce qu'il faut pour les gens qui le veulent et que dans le temps, au juste prix, et que dans le temps, ça dure et que c'est tout là. Non, en fait, c'est le marché se régule, c'est ah là on produit pas assez, on va produire plus. En fait, c'est en permanence. C'est on produit plus et en fait pour
pour savoir que... Putain, je sais pas parler, je sais pas articuler des idées. J'essaie de faire des efforts. On produit plus. Et en fait, le plus ne fait que monter. C'est-à-dire, c'est pas on produit plus par palier comme ça, tac, tac, tac. C'est on passe en mode augmentation. Donc on augmente, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente. Et c'est pas un truc genre, ah là on est bon et ça devient stable. Non, c'est genre, c'est que monter et descendre. Et le truc, c'est que ça se fait dans la violence, quoi. Donc, grâce aux acquis sociaux. Après, grâce aux acquis sociaux, c'est de moins en moins violent. On veut dire. Et ces crises, bah là, on est un peu en plein dedans. Hein, parce que là, on produit à balle. On sait à mort produire. Avec l'IA, on peut peut-être sans doute peut-être accéder encore à plus de production. Sauf qu'il n'y a personne pour acheter, quoi. Le pouvoir d'achat n'est pas là. C'est pour ça que. Crise de la production. C'est pas une crise de l'offre où genre on a de l'argent et il n'y a rien à acheter. Crise de la production. Tout est produit. On jette des trucs dans des conditions dans des quantités faramineuses. Genre les vêtements détruits tous les jours, les stocks Amazon invendus, les stocks de bouffe invendus, machin et tout. Il y a tellement de bouffe invendue, ils sont... Je crois qu'il y a une loi pour les obliger à donner à des associations. Mais moi, j'ai connu quelqu'un qui travaillait, qui faisait de la collecte de nourriture et qui, en fait, il y a trop de bouffe. Vraiment, il y a trop de bouffe. Ils n'arrivaient pas. Et puis c'est périssable, quoi. C'est pas des trucs que tu peux garder. Quand ils leur donnent des trucs, c'est des machins et c'est parce qu'ils périssent le jour même ou le lendemain, je sais plus. Et donc, en gros, ils ont 24 heures, on va dire, pour trouver preneur. Et en fait, ils n'arrivent pas à trouver assez de gens pour leur donner, quoi. De toute façon, c'est un truc qu'on entend assez régulièrement, c'est les mecs qui sont à la rue, ils disent que c'est pas que se nourrir, c'est pas le plus compliqué, quoi. C'est pas forcément contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est pas forcément le plus compliqué. Il paraît. Je veux pas généraliser, hein, mais sûrement y en avoir des qui galèrent. Bon, on est déjà à 50 minutes. Je pense que je vais arrêter là. Et puis, je ferai la suite plus tard. Donc, je note. Question 12. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, tout ça, ou à rejoindre sur la chaîne Twitch. Bisous.